arrive là comme ça, on va pouvoir accéder du coup à cette formation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Alors, hop, voilà, du coup, impeccable. Donc, on va attaquer. Bon, l'objectif, je le disais un petit peu, ça va être d'échanger sur LinkedIn, de vous montrer comment LinkedIn peut regorger d'opportunités quand on est un professionnel du droit, quand on est un avocat, un huissier, comment ça peut être des opportunités à la fois pour valoriser, évidemment, les compétences que vous pouvez avoir, mais également comment finalement LinkedIn peut créer des opportunités de développement de votre réseau professionnel, vous permettre donc d'acquérir forcément de nouveaux prospects, de nouveaux clients et évidemment développer votre chiffre d'affaires, puisque c'est quand même un début. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes sur LinkedIn que automatiquement vous allez générer plus de clients, développer un réseau et faire du chiffre d'affaires. Ça implique évidemment d'être proactif, de comprendre un petit peu la manière dont fonctionne l'outil pour être efficace et véritablement pouvoir mesurer un retour sur investissement. Cette formation, ici, c'est juste une petite bribe de la formation complète que je fais, puisqu'on n'a qu'une heure. Mais pour information, ça a été pendant très longtemps mon best-seller de formation, puisque depuis 2015, j'ai dû former entre 300 et 500 avocats à l'utilisation de LinkedIn en termes de pratique. Et systématiquement, c'est toujours une formation qui attire et qui continue à attirer beaucoup de monde et qui fonctionne très bien. Paul, si tu veux te présenter en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis Paul Benelli, je suis avocat à la Cour et je travaille à Paris au sein d'un cabinet qui s'appelle Las Avocat, où je suis le directeur d'un département que j'ai fondé qui est entièrement dédié aux plateformes et marketplaces, donc un positionnement assez innovant par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Et je suis effectivement assez présent sur les réseaux et plus particulièrement sur LinkedIn pour la simple et bonne raison qu'au fur et à mesure de mon utilisation, je me suis aperçu que c'était très utile et surtout très efficace. Ok, on va avoir l'occasion d'en reparler avec des exemples très pratiques. Alors, quelques éléments de contexte, déjà quelques chiffres qu'il faut avoir en tête sur les raisons pour lesquelles les réseaux sociaux, d'une manière générale, puisque LinkedIn est un réseau social, aujourd'hui intéressent toutes les personnes qui réfléchissent à leur stratégie de communication, à leur stratégie marketing. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les réseaux sociaux participent d'un processus d'achat de vos clients. Et aujourd'hui, en fait, vous avez 75% de vos clients. Alors, c'est un chiffre générique, tout marché confondu. Le marché du droit a ses spécificités, mais globalement, je suis sûr que si on faisait une stat, elle serait à peu près similaire. On se rend compte que vous avez 75% de vos acheteurs, donc de vos clients, qui à un moment donné, avant de choisir votre cabinet d'avocat ou votre étude d'huissier et ainsi de suite, va regarder sur LinkedIn et va faire une recherche sur LinkedIn de votre profil ou de votre marque. Et en fait, ça montre que les réseaux sociaux participent du processus de décision, participent du processus par lequel un prospect vous allez gagner la confiance d'un prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client. Et donc, c'est un chiffre qui est important et qui montre que c'est un moyen et un levier, un support qu'il ne faut pas, négliger quand on est un professionnel qui plus est dans le secteur des services. Alors, évidemment, les réseaux sociaux, ça n'est pas que LinkedIn. Les réseaux sociaux, c'est les fameux Facebook, WhatsApp, Messenger qui font partie du groupe de Mark Zuckerberg et qui appartiennent donc à Facebook et qui à eux seuls réunissent plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, même si on fait la somme, on est probablement à plus que ça. YouTube, contrairement à beaucoup d'idées reçues, est un réseau social. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec YouTube, vous pouvez interagir avec des comptes et commenter, mettre des mentions j'aime et ainsi de suite. Donc à partir de là, YouTube est aussi considéré comme un réseau, dans le sens où chacun est libre de publier un contenu qui va être accessible par un ensemble de personnes qui vont également suivre ce contenu. Et vous vous rendez compte, en termes de force, que en fait, LinkedIn arrive bien derrière les Facebook, YouTube et ainsi de suite. D'accord? En termes de force de frappe, on se rend compte que LinkedIn est vraiment bien derrière. Alors, c'était un chiffre qui date de 2019, mais en 2019, LinkedIn, c'était 300 millions d'utilisateurs, quand Instagram, Facebook, Messenger, etc. sont à plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, on se rend bien compte ici qu'il y a un différentiel
et que LinkedIn va être un réseau forcément très orienté professionnel. C'est le plus grand annuaire professionnel du monde. J'ai toujours tendance à le dire, et c'est surtout un annuaire qui est mis à jour en temps réel, puisque finalement, dès que vous allez changer de poste, dès que vous allez avoir une nouveauté, les utilisateurs de LinkedIn vont mettre à jour leur profil, et donc ça va participer de cette mise à jour de cet annuaire gigantesque. Mais ce n'est pas forcément non plus un annuaire qui est, sur lequel vous allez pouvoir trouver tout le monde, et on s'en rend bien compte, puisqu'il y a entre guillemets que 300 millions d'utilisateurs de LinkedIn. LinkedIn en France, bon, c'est entre 16 et 20 millions d'utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, et pour la petite anecdote, c'est que LinkedIn a été lancé avant Facebook en 2003. Et autre métrique qui est intéressante, c'est que sur les 16 millions d'utilisateurs en France, vous en avez seulement 25% qui vont se connecter quotidiennement. Donc en fait, vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sont des utilisateurs qui vont se connecter chaque semaine, chaque mois, de façon un peu moins régulière, et qui montrent aussi que c'est un réseau qui fonctionne moins dans l'instantané, mais qui fonctionne avec un cycle de durée des échanges qui est un peu plus long que sur les autres. Alors, déjà, Paul, toi, c'est quoi ton regard par rapport à LinkedIn? Est-ce que tu es sur d'autres réseaux aujourd'hui? Comment tu l'utilises d'un point de vue professionnel? Quel est ton regard sur tout ça? Je suis à titre personnel pas du tout réseau. Je pense qu'il est important de le dire. Donc, je dois avoir un Facebook dans lequel je vais très rarement. Et au tout début de mon activité professionnelle, il m'arrivait de publier des contenus professionnels sur Facebook. Puis, je me suis aperçu que c'était plus intéressant de scinder l'utilisation personnelle et privée de l'utilisation professionnelle. Je ne suis pas du tout sur Twitter, qui pourtant apparemment est un bon vecteur. J'utilise uniquement LinkedIn, et tu citais YouTube. Récemment, je me suis aperçu qu'en couplant les deux réseaux, donc soit au travers d'une chaîne YouTube, comme on a pu en ouvrir une récemment, soit tout simplement en accompagnant nécessairement un post d'une vidéo, ces deux réseaux sociaux se complémentaient bien. Voilà. Personnellement, je me contente de LinkedIn. Ok. Et en gros, par exemple, tu vois, LinkedIn aujourd'hui, tu y passes combien de temps? Est-ce que tu te connectes tous les jours? Est-ce que tu es sur une utilisation qui est... est-ce que c'est tous les jours, quelques minutes? Est-ce que c'est 1 heure par semaine à un moment donné? Enfin, comment tu l'utilises en fait? Alors là, je vais sur mon appli, sur mon iPhone, qui me dit combien de temps je passe sur LinkedIn. Et malheureusement, ça va être terrible pour moi, mais c'est souvent énorme. Non, par jour, honnêtement, je dois y passer un peu moins d'1 heure, je dirais. D'accord. Donc là, je regarde en même temps, je ne l'ai pas, mais en fait, j'y vais très régulièrement D'accord. pour mettre à jour sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et encore plus lorsque j'ai publié quelque chose. D'accord. Un effet addictif, du nombre de vues, du nombre de notifications, tout simplement, de ces outils de tracking qui permettent de mesurer en temps réel l'effet d'une publication. D'accord. Ok. Ouais, donc tu y passes quand même 1 heure par jour, c'est énorme. Je pense que tu y passes plus de temps que moi en fait. Il faudrait que je regarde sur mon appli iPhone, Non. c'est En assez. fait, je dis n'importe quoi. Mon iPhone me dit 6 minutes, mais en tout état de cause, je pense que C'est plus que ça. j'y passe près d'1 heure. Ok. Et alors, du coup, là, parmi les gens qui suivent notre webinaire, LinkedIn pour vous, c'est combien de temps globalement? Est-ce qu'il y en a qui veulent l'indiquer sur le chat, que je me rende compte un petit peu si on a des LinkedIn addicts qui sont en train de suivre la conférence ou pas? Euh, ça- Comme Paul, ouais, ok, d'accord. 1 heure par jour, 30 minutes par jour. Ouais, d'accord, ok. Donc on a 1 heure par jour. Ok. On a effectivement un certain nombre d'entre vous qui passaient quand même pas mal de temps. Et je vois des noms d'ailleurs que je connais uniquement par LinkedIn. Je pense justement à Pierrick Babin. Ça fait très longtemps que je vous suis sur LinkedIn. Vous êtes effectivement hyper actif et très dynamique. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement par rapport au temps que vous y passez, quelle est la stratégie qui est derrière. Et en fait, c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que derrière LinkedIn, vous allez avoir un objectif, et il est hyper important de positionner votre objectif avant finalement de véritablement commencer à rentrer en action. Comment on positionne son objectif sur LinkedIn? Ben, finalement, les premières questions à se poser, ça va être qu'est-ce que j'attends de ce réseau social? Est-ce que j'attends seulement d'avoir un profil qui soit
qui soit parfaitement à jour, qui va expliquer mon parcours et ce que j'ai fait. Est-ce que je veux utiliser LinkedIn exclusivement pour développer mon réseau professionnel, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction des objectifs que vous allez avoir, on a des usages qui vont être et des objectifs qui vont être très différents les uns des autres. Désolé, je remets mon écran, ce sera plus agréable pour vous. Et donc, on va avoir des objectifs qui sont très différents. La première chose à savoir quand on veut investir à LinkedIn et à garder à l'esprit, c'est bon, évidemment, il va falloir vous présenter, créer un profil et sur ce profil, il va falloir vous distinguer. Et ce que j'ai tendance à dire, alors je vais passer directement sur l'interface LinkedIn. Alors, si vous revoyez une panoplie d'écran, une fraction de seconde, voilà. On va aller directement sur l'interface. Et en fait, et Paul, je suis désolé, je vais prendre ton profil en cobaye. Les gros écueils. Comment ? Je précise que je ne suis sûrement pas un exemple. Non, peut-être pas, on va le décrypter ensemble. Non, mais voilà, la première chose qu'on va se poser, c'est effectivement, quand vous allez vous présenter sur LinkedIn, vous allez vous demander comment je me présente. Et la plupart du temps, vous avez comme réflexe de créer et de reporter finalement votre CV dans LinkedIn, alors qu'en fait, il faut essayer d'objectiver un petit peu votre CV. C'est-à-dire, quel est l'objectif qui est derrière? Est-ce que je vais juste indiquer avocat à la cour ou est-ce que finalement, la bonne question à se poser, c'est pas de se dire est-ce que je vais pas indiquer plutôt le type de clientèle avec qui je travaille, le type de problématique que je solutionne, etc., etc. Et en fait, quand vous allez créer votre profil, vous allez avoir évidemment votre nom, prénom. Ça, je pense que tout le monde a bien mis son nom, prénom. Évitez d'ajouter une virgule avec le nom de votre cabinet ou doctorant, si vous avez fait un doctorat. Enfin, voilà, parfois, on voit ce type de choses-là. C'est inutile. Restez bien sur nom, prénom, puisque c'est les éléments fondamentaux de votre référencement sur LinkedIn. Mais surtout, après, ce qui va vous distinguer, c'est cette petite phrase sous votre profil qui vient illustrer finalement ce que vous faites. Et la plupart des avocats ou des professionnels du droit que j'accompagne mettent tout simplement avocat associé, avocat plus le nom du cabinet. Et en fait, vous vous rendez bien compte que ce petit espace-là qui est très important, pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on voit de vous. En fait, c'est un petit peu comme les premiers instants que vous allez passer avec quelqu'un quand vous le rencontrez. Ces premiers instants vont être assez déterminants sur l'impression que vous allez vous faire et la suite de la relation que vous allez avoir avec la personne. Et bien finalement, ça va être exactement pareil ici. Donc, soignez cette petite phrase et essayez de vous dire comment je vais me distinguer par l'activité que j'ai, par l'histoire que j'ai envie de raconter sur LinkedIn et avec les gens qui vont me suivre sur LinkedIn. Finalement, comment je vais me distinguer à ce niveau-là. Et Paul, toi, c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement, tu mets avocat à la cour, mais ici, tu viens expliquer que tu es directeur du pôle Marketplace et plateforme chez As Avocat. Et en fait, le fait de mettre que tu es directeur du pôle Marketplace plateforme, déjà, c'est peu courant chez les avocats. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se présentent comme ça. C'est assez orienté client, parce que si je suis dirigeant d'une entreprise qui a une marketplace ou une plateforme, ou que je suis une plateforme, instantanément, je vais me dire que tu es un avocat qui va comprendre des problématiques que je peux avoir. Et donc, c'est pas mal. Après, suivant le type d'activité que vous allez avoir, vous allez pouvoir être plus précis. Par exemple, si je prends, prenons cette personne que je ne connais pas. Mickaël, j'espère qu'elle ne suit pas le webinaire ou qu'elle ne m'en voudra pas si je dis du mal d'elle. Ici, on voit, par exemple, dans le nom, vous voyez PhD LLM. Typiquement, je pense que c'est des informations qui ne sont pas utiles de rajouter à la suite de votre nom, prénom. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être supprimées. Et ici, avocat, enseignant universitaire, propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit des affaires. Est-ce que, par exemple, ici, ce ne serait pas plus intéressant, en une phrase, d'expliquer le positionnement, non pas côté compétences, mais véritablement côté client, c'est-à-dire avec quel type de clientèle j'ai envie de travailler et quelle va être mon approche. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être avocat, enseignant, effectivement, ça peut renforcer le côté expert, mais plutôt d'indiquer j'accompagne les PME innovantes sur leurs problématiques ou sur les enjeux juridiques des nouvelles technologies. Alors, est-ce que ça, faut peut-être le raccourcir un petit peu pour que ça rentre, mais ça va être plus percutant vis-à-vis du client qui va lire votre profil. C'est un peu moins expert, mais ça va être plus impactant vis-à-vis du client. Et puis après, on a toujours cette question qui est la fameuse question de la photo de profil. Et je te le disais, Paul, juste avant quand on préparait cette formation, j'ai toujours tendance à dire à mes clients, évitez les photos de vous à un mariage, dans un jardin. Et quand on regarde ta photo, hop, on te voit. Alors,
très bien parce que l'avantage, c'est que tu regardes directement l'objectif. Donc ça, c'est un plus. Il y a une dimension plus impactante. Par contre, effectivement, tu es tranquillement assis dans un parc ou dans un jardin. Style décontracte. Alors, être décontracte, c'est pas forcément un problème. Après, voilà, le fond jardin, moi, j'ai plutôt tendance à préconiser des photos un peu plus corporate, même si après, vous pouvez avoir une veste plus décontractée et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est l'idée fond extérieur, sauf si vous faites du droit d'environnement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à ne pas préconiser. Alors, Alexis, auparavant, j'avais justement une photo extrêmement corporate, comme tout le monde, et tout simplement, j'ai mis ça pour me démarquer. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je me suis dit, tout le monde met une photo très corporate, etc. Un avocat qui plus est, c'est souvent associé à quelqu'un de strict, pas forcément fun, pas forcément proche. Et je me suis dit, voilà, autant mettre quelque chose qui sera le seul élément de mon profil, qui sera un peu plus décontracté, un peu plus proche. Ok, ça c'est effectivement intéressant pour le côté proximité. Alors après, d'une manière générale, et retenez ça, quand vous expérimentez un petit peu les réseaux sociaux, vous allez essayer des choses, et ainsi de suite, il n'y a pas forcément de science exacte. Parfois, on va tester des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, et en fait, on va avoir des résultats où tu vas avoir effectivement, ta photo va te permettre de te démarquer, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de vues de profil, et quelques clients qui vont justement se dire, tiens, ça semble être un avocat qui est accessible. On ne va pas se retrouver face à un type costume-cravate qui va déclencher son chronomètre dès que je vais ouvrir la bouche. Et finalement, on va avoir quelqu'un peut-être de plus accessible, plus dans l'écoute et qui va se prendre un petit peu moins au sérieux. Donc, ça peut être intéressant. Et j'ajoute d'autant plus que toi, tu as une cible de dirigeants de start-up, de PME, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des personnes qui doivent être très en demande de cette dimension un petit peu décontractée, accessibilité. J'ai effectivement de tout, mais en revanche, tous les clients soulignent le fait que, au contraire d'autres avocats, on va donner des réponses simples et de manière générale, des choses plus proches d'elles. Je reprends ce mot, mais qui me semble important. Ok. Alors, je fais juste un petit tour, regarder si on a des questions. À défaut de cible client, il est possible de mettre la matière travaillée. Alors oui, effectivement, question de Linda, oui, tout à fait, on peut mettre effectivement la matière travaillée. En fait, moi, toujours, et je me bats un petit peu contre ça d'une manière générale, et chez ShadQuest, c'est d'essayer de vous dire, OK, essayez véritablement de vous présenter comme une solution pour vos clients et pas comme une expertise. Dès lors que vous vous présenterez comme une solution, vous allez être plus impactant et vous allez créer plus facilement du dialogue. Et ça, c'est un des enjeux clés quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de se rendre accessible et d'éviter, alors je le dis tout de suite, d'éviter la dimension et les prises de parole. On va parler ensuite de la manière dont on peut prendre la parole, les prises de parole très auto-centrées, très moi-je. En fait, c'est exactement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, j'ai toujours tendance à dire que votre profil, c'est la continuité de vous de manière digitale, de ce que vous êtes dans la vraie vie, de manière digitale, de façon dématérialisée. Et en fait, dans la vraie vie, si demain vous êtes invité, par exemple, à un dîner, à une réception, que vous avez un voisin de droite ou un voisin de gauche et que vous ne parlez que de vous pendant toute la durée du dîner, vous risquez fortement à la fin de ne plus jamais, enfin les personnes qui sont assises à côté de vous vont jamais vous réinviter et elles auront été particulièrement saoulées parce que vous aurez parlé que de vous pendant toute la durée du dîner. Vous ne serez plus jamais réinvité. En fait, ça va être exactement pareil sur les réseaux sociaux et en fait, il faut bien comprendre cette dimension-là, c'est que vous devez, et c'est ce qui prend du temps, vous devez être sur les réseaux sociaux comme vous êtes dans la vraie vie, avec des codes de politesse, de marque d'intérêt pour ce qui se passe autour de vous et l'environnement que vous avez autour de vous. Et en fait, il va falloir se comporter exactement de la même manière. Et donc, quand on écrit ici son accroche, si vous vous présentez uniquement en termes d'expertise, déjà, vous n'allez pas vous démarquer parce que globalement, tous les avocats se présentent de la même manière. Et deux, vous allez créer tout de suite cette différence entre vous n'allez pas créer ce lien et cette accessibilité vis-à-vis de vos clients puisque vous allez rester sur je fais du droit des affaires. Ok, mais vous êtes avocat, forcément vous êtes compétent, puisque vous êtes avocat, en tout cas, il y a une présomption de compétence. Vous indiquez droit des affaires, ok, mais concrètement, moi j'ai un problème de baux commerciaux, est-ce que ça rentre dans votre cadre? Parce que vous pouvez en fait faire que de la levée de fonds ou que d'autres types de problématiques, ou des problématiques contractuelles. Et donc, du coup, en fait, c'est intéressant de véritablement se positionner de façon très précise, si vous mettez juste le domaine travailler, et très précise dans un langage qui va parler à votre client, ou carrément d'expliquer la solution que vous leur apportez. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non, c'est bon, on peut
peut aller un petit peu sur les next steps. Paul, est-ce que tu as d'autres observations de ton côté? Tu veux ajouter des trucs? Non, mais j'écoute attentivement. Effectivement, pourquoi j'avais mis ça? Parce que dans toute mon activité, au contraire, effectivement, des avocats qui sont auto-centrés, j'essaye de toujours me mettre à la place du client et c'est pour ça que le pôle, quand au lieu de l'appeler, je ne sais quoi, droit de un tel, je me suis dit, mais non, parce que sur Google, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va taper? On va taper avocat, plateforme, ou avocat, je ne sais pas, avocat centre équestre, mais on ne va pas écrire avocat droit équin. Donc, ça m'a semblé essentiel et du coup, j'ai fait ça pour la communication du département qui m'a valu de manière assez presque aléatoire un bon référencement et donc je l'ai décliné dans les réseaux sociaux. Ok, top. Alors, juste, et je vous donne une astuce, je ne pense pas forcément vous la donner, mais j'y pense là, et c'est... alors, hop. La grande question qu'on se pose toujours sur la photo de profil, c'est ma photo est-elle efficace et j'ai besoin d'AB tester. Ok, je vous ai dit, il faut effectivement faire des tests. Vous allez vous poser des questions sur votre photo de profil. Vous allez avoir des partis pris parce que vous avez envie de raconter une histoire. Donc, vous voulez apparaître comme un avocat accessible, décontracté, dans un environnement assez reposant, naturel. Bon, mais pourquoi pas se mettre en extérieur? Et effectivement, si ça s'inscrit dans une stratégie, ça peut faire sens. Maintenant, vous allez aussi parfois hésiter entre deux photos. Vous dire, OK, mais finalement, j'ai une photo de moi dans un jardin, je regarde devant l'écran, j'ai l'air décontracté, mais quand même sérieux. Et puis, j'ai une photo beaucoup plus corporate, noir et blanc, traditionnelle, comme on les voit toujours sur LinkedIn. Et bien, en fait, vous allez à un moment donné vous dire, mais quelle est la plus efficace? Et c'est compliqué de se dire de manière objective laquelle l'est. Alors, vous allez montrer autour de vous. Alors, toujours, si vous avez ce type d'hésitation, ne montrez pas à des confrères, montrez à vos clients. L'écueil classique de l'avocat, c'est de se dire, OK, je viens de faire un site internet, je vais demander à mes potes confrères ce qu'ils en pensent. En fait, on s'en fiche de leur avis. Ce qui compte, c'est l'avis de vos clients. En fait, ça va être pareil sur vos choix LinkedIn et sur une photo de profil. Mais il y a aussi un moyen un petit peu d'AB tester des choses. Ça s'appelle Photo Filler. Vous avez la référence ici avec le partage écran. En fait, Photo Filler, c'est quoi? Vous allez importer les photos avec lesquelles que vous voulez faire évaluer. Vous allez expliquer l'objectif qu'il y a derrière votre photo. Alors, est-ce que c'est un objectif professionnel? Est-ce que c'est pour mettre sur des sites de rencontres? Et PhotoFiller peut faire les tests, ça c'est amusant. Est-ce que c'est pour votre Facebook? Et ainsi de suite. Et en fait, PhotoFiller va soumettre votre photo à des personnes qui vont ensuite donner leur avis. Est-ce que vous semblez sérieux? Est-ce qu'on va vous accorder de la compétence? Est-ce que vous semblez influencer? Est-ce que vous allez être leader, en fait? Est-ce que votre photo inspire un certain leadership? Et vous allez avoir comme ça un certain nombre de critères qui vont apparaître, qui vont vous permettre d'arbitrer et de choisir la photo qui est la plus efficace. Alors, ça coûte quelques euros, mais ce n'est pas très cher. Hein. Pour 20 ou 30 euros, vous allez pouvoir AB tester votre photo. Et sachant qu'une photo va vous suivre pendant 1 an ou plus, ça peut valoir le coup de faire le test et d'avoir un avis un peu objectif. Donc voilà, petit tips que je vous partage comme ça. Donc ça sera intéressant, Paul, si tu veux le faire, de tester ta photo en mode jardin et ta photo en mode corporate. Et tu regardes un petit peu les retours que te donne l'application. Alors, en fonction de ton statut et de l'objectif qu'il y a derrière, c'est assez amusant de pouvoir le comparer. Ok, alors du coup, l'autre sujet. Donc, vous avez créé votre profil, juste dernier point, voilà. Soignez également toujours votre résumé. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, sur LinkedIn, vous avez la photo d'accroche, votre nom, prénom et le titre. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, si je tape avocat dans le moteur de recherche de LinkedIn, c'est en fait les choses qui vont apparaître et qui vont ressortir systématiquement. Vous voyez, ici sur les recherches, hop là, on a nom, prénom, photo et le titre qu'on a indiqué. Et donc ici, on se rend compte effectivement qu'on a systématiquement photo, titre, etc. Voilà pourquoi il faut le soigner, parce que derrière, ça va être un point d'accroche, cette fameuse première impression dont je parlais. Et puis ensuite, quand on rentre sur un profil, ce qui va être important également, c'est un résumé. Par exemple, ici, il n'y a pas de résumé. Donc, en fait, on est sur un CV assez classique. Ce qui est intéressant, c'est raconter ce que vous faites. Prenez le temps d'écrire quelques lignes pour vraiment expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Par exemple, ici, hop là, voilà, vous voyez ici, j'ai bien renseigné donc, la partie résumé, la partie information, et je vais expliquer en quelques lignes ce que je fais, pourquoi je le fais, et ça va permettre d'illustrer vraiment mon profil et de créer de la confiance assez rapidement avec mon interlocuteur. C'est-à-dire, par exemple, je vais annoncer ici que j'accompagne les acteurs du droit dans leur transformation.
autour des thèmes d'entrepreneuriat, d'innovation et de marketing. Bon, OK. Qu'est-ce qui va venir le confirmer? Ben, en fait, tout de suite, je vais indiquer par exemple que j'ai un parcours de juriste à la base, puis que je suis devenu entrepreneur. Et en fait, instantanément, dès la première phrase, les personnes qui vont consulter mon profil, si elles sont des prospects, on va créer de la confiance. Elles vont se dire, OK, la personne était juriste de formation, donc elle va globalement comprendre mes problématiques d'avocat, d'huissier. Et puis ensuite, elle va être effectivement compétente parce qu'elle est passée par des phases entrepreneuriales et elle a été amenée à faire de la communication depuis un certain temps. Donc effectivement, elle a les deux compétences. Et puis ensuite, quand on est dans l'innovation, quand on est dans l'entrepreneuriat ou le marketing, évidemment, il faut être capable d'être un peu curieux, d'être dans un apprentissage permanent de ce qu'on est en train de faire. Et ça, en fait, je vais l'expliquer en disant, voilà, au-delà, et je vais pouvoir être original. Pourquoi? Parce qu'au-delà des missions que je fais pour le monde du droit, il m'arrive ponctuellement d'en faire dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir, notamment le secteur de la deep tech qui est très orienté technologie ou pour des institutions. Et donc, on vient conforter tout ça. Ce que je veux que vous compreniez à travers ça, c'est prenez le temps de bien définir vos objectifs et en fonction des objectifs que vous avez, de raconter en quelques phrases, dans cette rubrique résumée, votre histoire. Et c'est comme ça que vous allez renforcer véritablement l'impact que votre profil va avoir sur les personnes qui vont le consulter. Alors après, il y a un véritable enjeu. Donc, je ne passe pas sur l'intégralité du profil, d'accord, parce qu'on n'a qu'une heure. Globalement, ensuite, tous vos choix dans la manière dont vous allez vous présenter vont être faits en fonction des objectifs que vous allez poursuivre. Ouais, Paul? Excuse-moi, mais c'est parce que je pense que c'est important. Est-ce que il est nécessaire d'écrire aussi en anglais? Alors, encore une fois, tout va dépendre de votre clientèle. Si vous avez une clientèle qui est 100% française et que vous ne travaillez absolument pas avec l'international, ce n'est pas forcément essentiel d'avoir un profil en anglais. Par contre, effectivement, si vous avez une clientèle qui est anglophone, dans ce cas-là, faites le double profil anglais-français. D'ailleurs, Paul, je crois que c'est ton cas. Hop, je vais retourner sur ton profil. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais Paul, c'est ton cas. Donc voilà, on a ici un profil en français et on peut effectivement basculer sur le profil en anglais qui va permettre effectivement d'avoir… alors d'ailleurs, tu as mis un profil en anglais, mais qui apparaît, enfin, tout le contenu en français là. Je pense qu'il y a un petit bug quelque part. Mais voilà, effectivement, et là, ça peut être intéressant. Alors, c'est intéressant à deux titres. C'est intéressant parce que déjà, si moi-même, je fais des recherches sur LinkedIn, que j'ai programmé mon profil et mon compte LinkedIn en anglais, ben, naturellement, je vais tomber sur ton profil, toi, Paul, en anglais, en fonction du pays, de la langue que j'ai sélectionné. Donc, ça permet de ne pas avoir à tomber sur le profil français puis à re-switcher sur le profil anglais. Donc là-dessus, déjà, c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est intéressant effectivement pour le référencement également, puisque votre profil LinkedIn, par défaut, ou en tout cas, vous pouvez choisir de le faire référencer sur Google. Donc, si tu as un profil français plus un profil anglais et que ton profil est bien construit avec des éléments de langage qui ont été pensés de façon intelligente par rapport à d'éventuelles recherches que tes clients pourraient faire, bah, tu vas pouvoir ressortir également en anglais de manière plus facile. Tu vas pouvoir ressortir plus facilement en anglais également. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions parmi les personnes qui nous suivent actuellement? Hop, je vais retourner ici, voilà. Alors, pas de questions, je vous propose de passer du coup à la suite. Donc, vous avez compris, sur LinkedIn, vous devez créer un profil. Derrière ce profil, plus qu'un CV, vous devez être capable de réfléchir aux objectifs que vous avez derrière et il faut soigner votre accroche, votre photo de profil et éventuellement votre résumé. C'est vraiment la triptyque qui est essentielle et qui va vous permettre de vous distinguer et de créer une fameuse première impression qui soit positive. Ensuite, tout l'enjeu, et c'est tout l'enjeu des réseaux sociaux, et c'est un petit peu ce que je disais avec l'histoire des dîners en ville juste avant, ça va être de créer de la discussion, des points de contact avec des personnes qui ont également un profil sur LinkedIn. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous allez pouvoir créer des dialogues et pouvoir créer des échanges avec des gens que vous n'auriez peut-être jamais rencontrés in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle. Alors, concrètement, et je pense que vous avez tous ce type de problématique-là au quotidien, vous recevez des demandes dans votre réseau de personnes qui viennent vous ajouter. Donc, vous allez avoir des demandes plus ou moins pertinentes d'ailleurs. Il y a toute une gestion des demandes entrantes. Vous allez avoir le courtier en assurance qui va vous demander, et tout l'enjeu pour vous, ça va être de vous dire, est-ce que je l'accepte parce que j'ai envie d'avoir un réseau
plus gros, plus important, ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt que je vise un réseau qualitatif? Donc, déjà, il y a un premier enjeu, c'est est-ce que je dois avoir le plus gros réseau possible et je vais ajouter tout le monde sans réfléchir? Au contraire, est-ce que je dois avoir un réseau qualitatif? La premier réflexe, et je vous donne tout de suite la réponse, c'est évidemment de viser sur un réseau qui soit qualitatif. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 contacts dans votre réseau professionnel si ces 10 000 personnes n'ont aucune raison finalement de s'intéresser à ce que vous faites et à la valeur ajoutée que vous pourriez avoir pour elles. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ensuite, votre réseau, donc vous allez avoir par exemple 1000 contacts sur LinkedIn. Si ces 1000 contacts sont tous potentiellement des prospects ou des clients, eh bien, quand vous allez prendre la parole, en fait, comment ça va fonctionner quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux? Vous allez décider de publier un contenu, et on aura l'occasion d'en reparler juste après. Et ce contenu publié, au début, l'algorithme de LinkedIn va d'abord le montrer de manière, sous la forme d'un échantillon, à une minorité en fait, de votre réseau. Donc, si vous avez 1000 contacts, que vous prenez la parole, vous faites une publication, vous allez avoir seulement 100 personnes qui vont voir, globalement c'est de l'ordre de 10%, vous allez avoir 100 personnes qui vont voir votre publication. Le problème, c'est que dans ces 100 personnes-là, si votre réseau, vous avez visé avant tout un réseau quantitatif sans réfléchir à qui vous ajoutiez, et bien en fait, naturellement, ce qui va se passer, c'est que sur les 100 personnes qui vont le voir, en réalité, il y en a peut-être que 5 ou 10 qui vont vraiment s'intéresser à cette publication et qui vont interagir avec. À l'inverse, si vous avez un réseau qui est très qualitatif et que vous faites une publication qui s'adresse à ce réseau-là, et bien en fait, vous allez avoir sur les 100 personnes, vous allez en avoir 80 qui vont s'intéresser à votre publication et qui vont interagir avec. Et dès lors que vous en avez 80 ou un pourcentage important qui va interagir, qui va s'intéresser à votre publication, et en fait, LinkedIn est capable de savoir ça, il analyse tous les comportements que vous avez sur la plateforme, et bien en fait, il va se dire cette publication est qualitative, et si cette publication est qualitative, parce que énormément de personnes interagissent avec, ben, je ne vais pas la rendre visible seulement des 100 personnes du réseau, mais je vais la rendre visible à l'intégralité de mon réseau. Et donc, ça va faire boule de neige, ce qu'on appelle la viralité, et c'est ce qui va faire que votre publication de départ va être visible d'un très grand nombre de personnes, ou inversement, elle ne va pas intéresser, elle va être visible d'un tout petit nombre de personnes. Et on se rend bien compte que plus vous avez un réseau qualitatif, plus vous avez de chances de créer cet effet viral. À l'inverse, si vous avez un réseau avec des personnes ajoutées sans réfléchir, ben, au contraire, ça risque de faire pchit et ça va être très compliqué pour vous de faire décoller la visibilité d'une publication. Alors, je crois qu'on a reçu quelques questions en parallèle. Le résumé est accessible uniquement sur PC car je ne vois rien sur mon appli. Alors, il est possible, ça j'aurais pu faire le test, c'est une bonne question. Et alors, moi, ce que je vous recommande, toujours quand vous travaillez sur LinkedIn, et que vous faites des mises à jour, en tout cas de votre profil, ou vous gérez votre contact, vos carnets d'adresses, prenez toujours le temps de le faire sur un PC, parce que vous allez avoir des fonctionnalités qui seront plus facilement, qui vont être débloquées, auxquelles vous n'auriez pas forcément accès sur mobile, en fonction de ce que vous utilisez. Donc ça, voilà, donc juste pensez à ça, faites bien les modifs sur PC. Le réseau qualitatif est parfois difficile à atteindre, car une demande de contact peut avoir un réseau intéressant derrière. Alors, Lina, je ne suis pas certain de forcément comprendre exactement ce que vous voulez dire, mais je vais essayer de le décrypter. Peut avoir un réseau intéressant derrière. Oui, alors effectivement, vous pouvez tout à fait vous dire que, je ne sais pas, vous êtes avocat, vous voulez toucher les hôteliers restaurateurs, par exemple, parce qu'il y a l'arrêt AXA et que vous dites que c'est une opportunité de les défendre pour qu'ils puissent obtenir une prise en charge de leur perte d'activité. Vous allez pouvoir soit essayer d'ajouter en direct des hôteliers, des restaurateurs sur LinkedIn, c'est une stratégie, mais vous pourriez aussi vous dire que vous allez accepter ou ajouter toutes les personnes qui sont susceptibles elles-mêmes de vendre des services aux hôteliers restauration. Pourquoi? Parce qu'elles ont dû développer, assez logiquement, un réseau d'hôteliers restaurateurs et donc il y aurait des synergies de réseau à faire ensemble. Alors oui, c'est vrai, ça peut influencer, ça peut effectivement avoir un impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là pourraient être des prescripteurs pour vous auprès de votre cible hôtelier-restaurateur. Donc, ça peut être effectivement intéressant de les accepter. Dans tous les cas, à chaque fois, vous allez devoir être capable de mesurer, de vous dire est-ce que ce contact-là est quelqu'un d'intéressant pour mon réseau, ou au contraire, est-ce que il pourrait devenir client ou pourrait m'apporter des clients en relayant certaines informations, ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir? On va prendre quelques exemples ici. Par exemple, cette personne, Emmanuelle Danner, par exemple, je ne lui ai jamais répondu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, dans son titre, je ne comprends pas vraiment ce qu'elle fait.
bon, je comprends que c'est un vendeur, je comprends que ça doit être sur un outil, une solution d'intelligence artificielle, mais je veux dire, ça sent le commercial à plein nez et je vois pas forcément, je pense qu'il attend beaucoup plus de moi que moi, ce que je pourrais attendre de lui. Et je pense pas qu'à un moment donné, il interagisse avec ce que je vais raconter. Donc, à ce moment-là, je ne l'accepte pas dans le réseau et je pourrais même d'ailleurs ignorer son invitation. À l'inverse, par exemple, cette personne, alors pas forcément lawyer, par exemple ici, bon, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est effectivement dans le secteur juridique, on a 6 contacts en commun, bon, sa photo de profil n'est pas vraiment convaincante, on dirait qu'il est en train de partir en soirée, mais bon, potentiellement, effectivement, ça peut présenter un intérêt, je vais creuser un petit peu. C'est un avocat qui est en Côte d'Ivoire, c'est vrai que je suis plutôt sur un marché français. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Éventuellement, je pourrais l'accepter. Peut-être qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une synergie clientèle. Si j'accepte cette personne, alors je ne la connais pas, hein, d'accord. Si je la connaissais, ça serait différent. Si je la connaissais et que je savais qu'il y avait des relations, je l'aurais accepté, évidemment. Là, ici, ça peut être intéressant d'accepter la personne et ensuite de lui envoyer un message pour lui demander les raisons pour lesquelles elle vous a ajouté. Donc là, par exemple, j'écrirais Serge Souleiman, merci beaucoup pour votre demande d'invitation. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les raisons qui vous ont poussé à me demander en contact? Je vois que vous êtes juriste. Est-ce que vous vous intéressez aux sujets qui sont en lien avec l'innovation, etc. Et en fait, toujours quand vous ajoutez ou vous acceptez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait présenter des interactions ou un potentiel pour vous, toujours prenez contact avec cette personne après. C'est ce que je vous disais. L'objectif de LinkedIn, ça va être de créer des liens. Donc, prenez contact avec cette personne, demandez-lui les raisons pour lesquelles elle vous a ajouté et essayez de provoquer une réponse. Évitez le message tarte à la crème. Merci pour votre invitation. J'espère que nous aurons l'occasion de rester en contact. Je veux dire, ça, c'est hyper plat. Posez des questions. Interrogez la personne. Cher monsieur, merci pour votre demande. Pourquoi vous m'avez demandé? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Moi, mon objectif de LinkedIn, ça va être de créer de la valeur avec mon réseau. Dites-moi comment on pourrait créer de la valeur ensemble. Et là, vous allez challenger la personne et vous allez surtout, soit elle vous a demandé sans trop savoir pourquoi et de façon massive, et dans ce cas-là, elle va se sentir un peu mal à l'aise et elle ne va pas vous répondre, soit au contraire, elle va se sentir un besoin de se justifier et donc elle va vous répondre. Et dès lors qu'elle vous répond, et ben ça y est, la discussion est engagée et vous allez pouvoir éventuellement essayer de développer une relation de partenariat, d'échange de compétences ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir commencer à développer la relation avec la personne. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Je veux dire, refuser un contact ou l'accepter. Ah oui, si je refuse, c'est peut-être je manque peut-être l'occasion de bénéficier de son réseau. Ouais, ça, effectivement, ça va dépendre. Je vois ce que vous voulez dire, Linda. La réalité, enfin, accepter avant tout des gens qui sont dans votre cœur client sans vous poser la question de ce qu'il a un grand réseau derrière ou pas. Paul, tu as des remarques de ton côté? Tu penses à des choses? J'en apprends surtout puisque pour ma part, je crois que j'accepte plus ou moins tout le monde, sauf les fameux conseillers en gestion de patrimoine que tu évoquais. Ouais. À un moment, lorsque tu passais d'avocat à une personne qui est supposée développer son réseau et aller chercher de la clientèle, j'ai fait exactement ce que tu as décrit, à savoir, je suis parti d'un écosystème que je visais, non pas seulement les porteurs de projets, mais des prestataires de services qui évoluent dans cet écosystème, donc pour moi les plateformes. Et là, au début, je n'ajoutais rien du tout parce que je n'aimais pas l'approche. Et finalement, je me suis aperçu que mes contenus pouvaient m'amener des clients. Et donc là, à ce moment-là, il est arrivé, assez rarement, je dois le dire, d'ajouter moi des gens. Mais j'ai dû en ajouter 40 maximum, quoi. Ok, intéressant, intéressant feedback. Alors après, il y a juste un deuxième point sur la gestion de votre réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez gérer des demandes entrantes. C'est l'exemple qu'on prenait là. Mais il faut que vous ayez également le réflexe, toutes les personnes que vous allez croiser dans votre quotidien, que ce soit autour d'un déjeuner, dans un rendez-vous au cabinet, et ainsi de suite, toutes ces personnes-là, prenez le réflexe de les ajouter ensuite sur LinkedIn. Et c'est comme ça que vous allez développer avec le temps et de façon régulière un réseau de qualité. Alors moi, j'ai tendance à dire deux choses sur ça.
La première des choses, c'est si vous avez décidé de remettre à jour votre LinkedIn dans les prochaines semaines, essayez de réfléchir sur les 5 ou 10 dernières années à tous les dossiers, tous les cas clients hyper intéressants que vous avez eus et notez le nom de tous les gens, tous les noms, prénoms des personnes que vous aviez rencontrées et qui ont été, alors ça peut être soit des partenaires, soit même parfois des parties adverses, mais qui avaient été assez admiratifs du travail que vous aviez pu faire contre eux, etc. Notez un petit peu toutes ces personnes-là. Et la première étape, ça va être d'aller les ajouter sur LinkedIn. Et donc là, vous allez les chercher, d'accord? Tapez le nom, le prénom de la personne, vous allez essayer de les trouver et vous allez reprendre contact avec elles. Rien que de faire ça, de relister les 100, 200 personnes que vous avez croisées ou avec qui vous avez eu des relations de travail depuis 5 ans ou 10 ans et de leur redemander contact sur LinkedIn, rien que ça peut vous apporter des dossiers. Et ça fonctionne. Ensuite, la deuxième étape, c'est au quotidien. Et bien, au quotidien, ça va être d'avoir de réflexes tous les jours, de prendre, au lieu d'avoir des piles de cartes de visite qui s'empilent, eh bien, et d'ailleurs que vous ne prendrez pas forcément en tâche avec les personnes ensuite, ben, prenez ces cartes de visite et surtout, prenez le réflexe chaque jour de prendre 2 minutes le matin ou le soir pour ajouter ces personnes-là, si possible avec un petit mot personnalisé. Cher monsieur, j'ai été ravi de vous croiser aujourd'hui, je retiens telle ou telle perspective de collaboration ou je reviens vers vous avec ma proposition d'honoraire si c'était un prospect qui devait franchir la porte du cabinet, etc. Mais voilà, prenez ce réflexe-là parce que c'est parce que vous allez ajouter chaque jour les 2-3 nouvelles personnes que vous allez croiser ou chaque semaine les 10 personnes que vous allez croiser, que votre réseau va se développer de façon quali et de façon durable. Donc voilà un petit peu les tips, les choses à connaître. Après, tout l'enjeu, une fois que vous avez un réseau qui est qualitatif, ça va être la prise de parole. Et là-dessus, Paul, je crois que tu as des choses assez intéressantes à nous partager, puisque tu as eu des expériences pendant le confinement en mixant, d'ailleurs tu le disais en introduction, LinkedIn plus YouTube. Donc ça, c'est assez intéressant si tu peux nous en parler un petit peu sur les prises de parole. Oui, pour les gens qui nous écoutent, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui spontanément va beaucoup parler, va me mettre en avant. Et mon cabinet me pousse beaucoup à le faire. Donc, il a fallu que je prenne le pli. Donc, dans un premier temps, effectivement, on nous rabâchait le fait qu'il faut aussi faire des brèves, etc., et que c'est un bon vecteur de captation de clientèle, ce qui s'est avéré vrai dans le temps. Ensuite, on s'est aperçu que beaucoup d'entre nous, en tout cas de confrères, le font, donc on perdait cet avantage. On nous a ensuite demandé de faire des nouveaux types de contenus. Les nouveaux types de contenus, ça a pu être tout ce qui est motion design ou en tout cas infographie, ce qu'on appelle maintenant le legal design. Et plus récemment, on nous a demandé absolument, je dirais que c'est depuis 2 ans, de faire de la vidéo. Alors, premier réflexe, c'est la peur de se voir. Personnellement, je déteste ça. Donc, au début, j'ai refusé. Et ensuite, je me suis aperçu que ça se faisait de plus en plus et qu'on pouvait le faire avec des techniques assez simples. En l'occurrence, il y a des logiciels qui permettent de compiler des shoots de vidéos et de faire un montage assez sympathique. Et donc d'éviter par exemple les scories, les je cherche, je me gratte les cheveux, etc. Donc finalement, je m'y suis mis. Et là, je me suis aperçu que j'aurais dû le faire avant parce que l'impact est énorme. Donc après, bon, je dis ça, mais si on regarde, il y a 2 types de vidéos. Moi, j'ai des vidéos qui sont faites par mon cabinet où là, je vais faire la vidéo à mon cabinet avec le matériel du cabinet et ensuite, c'est quelqu'un qui les monte. C'est le cas, par exemple, de celle que montre Alexis pour l'instant. Et ensuite, il y a d'autres vidéos que j'ai dû expérimenter pendant le confinement, mais au tout début du confinement, parce que je crois que je l'ai fait le 2e jour du confinement, on m'a demandé de faire des vidéos depuis chez moi. Donc là, je n'étais pas forcément pour, même si là, vous voyez que je suis chez moi. Et donc, j'en ai fait une un peu forcée et contraint sur ma terrasse. Et en fait, je me suis aperçu que l'engagement derrière était largement supérieur. Et surtout que de manière assez spontanée, je recevais celles que tu viens de passer. Voilà. que de manière assez spontanée, je recevais des mails qui disaient ah, ben, c'est sympa ta vidéo. Chose que je ne recevais pas du tout d'habitude. Bon, alors après, il y avait peut-être un peu d'ironie. Toujours est-il que le webinaire que je présentais a eu un certain écho. Et surtout, comme vous le voyez là, qu'il y a eu énormément d'engagement, puisqu'il y a eu 105 likes, 92 commentaires.
Et donc là, en l'occurrence, ça fait quasiment 6000 vues. Moi, ce que j'y vois, c'est, bon, personnellement, ça ne m'apporte rien, si ce n'est que sur les 105 likes ou 92 commentaires, à ce webinaire, j'ai eu, via mon seul LinkedIn, puisqu'on a un outil de tracking, 60 inscrits. Donc, si j'ai 90 interactions, 90 commentaires en l'occurrence, 60 inscrits, bon, si je ne suis pas trop mauvais pendant le webinaire, je vais transformer 1 ou 2 clients. Ça me suffit amplement. Donc effectivement, moi, je parle pas du tout en exemple, mais en personne qui vient de s'en apercevoir. Parfois, il faut éviter la frilosité, la pudeur qu'on a assez instinctivement, et la dépasser pour faire des petits contenus qui finalement, pour la cible, sont toujours intéressants et plus agréables qu'un long article qui peut être un peu pénible. Alors, du coup, il y a deux choses que tu dis qui sont hyper intéressantes, Paul, sur ça. La première chose, effectivement, c'est n'ayez pas peur de prendre la parole et d'essayer des choses, même si ce n'est pas parfait, sur l'image, sur la prise de vue, etc. etc. Donc là-dessus, c'est oser prendre la parole. Ne soyez pas passif, osez prendre la parole, même si vous n'avez pas un support, que ce soit une vidéo, une image ou un article qui n'est pas parfait. Là-dessus, il faut vraiment que chacun se décomplexe. Et finalement, le fait que ça fasse un petit peu artisanal va créer, et tu le dis très bien, va créer plus d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va naturellement créer en fait une forme d'empathie ou de curiosité de la personne en disant tiens, mais ça fait moins commercial, comme ça fait moins pub, et bien en fait naturellement on va avoir envie de plus le regarder. Et d'ailleurs, je constate le même phénomène sur des campagnes emailing que je mène pour certains de mes clients, où en fait des campagnes emailing très propres, très designées, en fait ont un impact, ont un engagement beaucoup moins important qu'un simple mail écrit, comme si c'était envoyé derrière mon clavier juste à la personne, sans mise en page particulière, avec juste un bouton cliquer ici à un endroit s'il y a un objectif de clic derrière. C'est assez amusant de le constater. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, il y a une deuxième chose que je vois ici qui est intéressante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez la parole sur LinkedIn, je vous expliquais un petit peu tout à l'heure comment fonctionnait l'algorithme. Donc effectivement, plus vous allez avoir de likes, de commentaires, etc., plus votre publication va être potentiellement vue par d'autres personnes qui vont présenter des caractéristiques similaires avec les personnes qui ont déjà interagi. Autrement dit, si par exemple, ici, Paul, dans tes 105 likes, tu avais 80 dirigeants de PME dans le secteur du numérique, et ben en fait, LinkedIn va comprendre que c'est une publication qui intéresse ce public-là. Et donc, elle va étendre la visibilité à ces personnes-là. Le deuxième truc, c'est en fait, de constater ce qui se passe d'un point de vue, ce que j'appelle natif. C'est quoi le natif ? C'est quand vous prenez la parole sur LinkedIn et que vous mettez un lien vers un article de presse ou un lien vers YouTube, vous allez sortir de la plateforme. Et le fait de sortir de la plateforme, pour les personnes qui vont être intéressées, elles vont cliquer sur le lien, elles vont sortir de LinkedIn. Comme elles sortent de LinkedIn, en fait, les algorithmes, alors c'est encore une spécificité de LinkedIn, qui est encore plus vraie que sur les autres réseaux sociaux, ben en fait, les algorithmes vont lire ça comme quelque chose de pénalisant, parce que comme vous allez passer moins de temps potentiellement sur LinkedIn, en allant consulter la vidéo sur YouTube, et ben en fait, vous allez avoir moins de temps sur la plateforme et donc moins de temps à monétiser pour eux. Et donc, du coup, ils vont avoir tendance à privilégier la visibilité des contenus qui sont natifs, c'est-à-dire sur lesquels on n'a pas besoin de sortir de la plateforme pour les consulter. Et ici, Paul, c'est le cas de ta vidéo, puisqu'elle ne se lit pas sur YouTube, elle se lit directement sur LinkedIn et elle démarre directement sur LinkedIn. Autrement dit, quand je la regarde, cette vidéo, je n'ai pas besoin de sortir de LinkedIn. Et donc, l'algorithme va avoir tendance à valoriser ce type de contenu-là et leur donner plus d'importance, plus de visibilité. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est la personne qui fait ses vidéos au cabinet qui m'exhorte à chaque fois à faire ça. Au début, je mettais des liens YouTube. Et là, justement, je suis allé le voir tout fanfaronnant. Bah, tu vois, les vidéos, c'est pas si fou. Il me dit, bah si, parce que je t'ai envoyé un lien vers un fichier MP4 et toi, tu as préféré mettre le lien vers YouTube. Et donc, il m'a expliqué ça. Autre chose, mais c'est peut-être que j'anticipe ce que tu vas dire. Pour cette vidéo-là, spécifiquement, je lui ai dit, merci de me donner le lien d'inscription au webinaire. Comme ça, je le mets dans la description. Et il m'a répondu non. Je te demande de dire aux personnes, si vous êtes intéressés, bah là, en l'occurrence, j'ai une définitive, donc qui est venue à la toute fin, mais il m'a dit, si les gens sont intéressés, ils mettront un mot en commentaire. Donc, tu mets juste
en description. Si vous êtes intéressé, merci de me l'indiquer en commentaire. Et je crois que c'était une des premières vidéos, peut-être la deuxième vidéo, où on a fait ça, en disant aux gens, si vous voulez vous inscrire, vous nous mettez juste intéressé en commentaire. Ça génère de l'engagement et donc plus d'écho sur LinkedIn. Exactement. Plus d'engagement et ça fait boule de neige. C'est-à-dire que plus il y a de l'engagement, plus la publication est vue et ainsi de suite. Ok. Paul, je crois que tu m'avais dit 18h20, tu as ton obligation, donc n'hésite pas. Merci beaucoup déjà et n'hésite pas à partir quand tu peux plus. Hein. Je vous abandonne. Bah, écoute, merci encore pour ta participation. Pour les autres, on continue encore une dizaine de minutes. J'aimerais vous montrer deux, trois micro-détails encore. Donc voilà. Ok, donc vous avez compris un petit peu ce mécanisme de viralité, le fait de poster quelque chose de natif, c'est-à-dire le fait de poster une vidéo ou une image qui va être hébergée directement sur LinkedIn, c'est mieux que de publier un lien sortant qui va au contraire faire sortir les membres de votre réseau de LinkedIn. Donc ça, voilà, c'est une astuce qui fonctionne bien et qui vous permet véritablement d'être plus vu. Après, encore une fois, tout va dépendre de l'objectif que vous avez derrière. Si l'objectif, c'est de créer des visiteurs sur votre site web, parce qu'après, ces visiteurs-là, vous allez les traquer avec des cookies et leur remettre une publicité, eh bien, évidemment, dans ce cas-là, il faudra quand même continuer à poster des liens vers votre site Internet, quitte à faire sortir vos utilisateurs pour les amener sur votre site. Parce que l'objectif, c'est de l'amener sur le site. Par contre, si c'est simplement un objectif de notoriété ou un objectif dans lequel vous voulez créer du lien avec les membres de votre réseau, créer une discussion, dans ce cas-là, privilégiez toujours du contenu natif, c'est-à-dire du contenu qui va être hébergé directement sur la plateforme. Alors, je vais juste faire un petit tour sur les questions. Stéphane, exemple de programme de vidéo homemade propre. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Stéphane, mais si tu as un lien, je suis preneur. C'est une erreur de renvoyer purement et simplement sur son propre site Internet pour lire un article. Il faudrait plutôt faire un petit résumé de l'article et ajouter le renvoi sur son site Internet. Alors, effectivement, ça, c'est une très bonne question, Linda. En fait, on peut tout à fait également faire un petit résumé de son article, le poster sur LinkedIn. Et alors après, il y a même une autre astuce encore que vous pouvez faire. Alors, vous allez voir, parce qu'en même temps, je vous donne des préconisations et vous allez voir que sur SideQuest, on n'a pas complètement fait. Mais vous pouvez aussi avoir une autre stratégie. Donc, par exemple, ici, vous avez une publication. Cette publication-là, si vous vouliez ajouter un lien après, vous pouvez faire la publication et ensuite ajouter le lien. Donc, ici, vous allez dans « Modifier le post ». Et ici, par exemple, vous allez ajouter un lien URL qui va être un lien vers votre site Internet. Vous pouvez aussi procéder de cette manière-là. Et effectivement, c'est possible. Alors, je suis désolé, j'ai un peu ouvert, il y a un chien qui aboie. Mais voilà, là, vous pouvez tout à fait, effectivement, ajouter le lien après. Et si vous ajoutez le lien après, étrangement, et c'est encore un petit hack qui existe de LinkedIn, étrangement, LinkedIn ne voit pas votre publication comme une publication avec lien et va moins vous pénaliser, voire pas du tout vous pénaliser. Ou en tout cas, faire comme si votre publication était une publication native. Donc, c'est encore une petite astuce qui existe à ce niveau-là. As-tu un outil pour faire des montages à partir d'une vidéo gratuit, abordable? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question du montage vidéo, Stéphane, mais je peux me renseigner et vous l'ajouter si vous voulez dans les ressources complémentaires de ce webinaire. Il n'y a pas de problème, je le ferai volontiers. Je n'ai pas forcément de réponse comme ça spontanée. Alors ensuite, vous avez compris comment on allait prendre la parole. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas faire que des prises de parole moi-je. C'est quoi une prise de parole moi-je? C'est vous dans un classement, c'est vous dans la presse si vous avez l'occasion de passer dans la presse, ou votre dernier article qui vient en fait reprendre une simple brève qu'on aura déjà vu 10 fois, etc. L'objectif, ça va être de vous distinguer et de véritablement partager des choses intéressantes pour votre réseau. Et en fait, des choses intéressantes pour votre réseau, potentiellement, il y en a plein sur Internet. Il vous suffit de faire un petit peu une veille. À chaque fois que vous lisez un article ou que vous voyez une vidéo ou que dans votre fil d'actualité, vous voyez des choses qui vous intéressent et qui pourraient aussi intéresser votre clientèle, eh bien, n'hésitez pas à soit commenter ces informations-là, soit mettre une mention j'aime, soit commenter. Et quand vous commentez, n'hésitez pas à poser des questions quand vous commentez parce que ça va générer des réponses. Et en générant des réponses, encore une fois, l'objectif, c'est que vous allez créer un dialogue. Et en créant le dialogue, vous allez engager une relation qui peut être une relation de prospection ou de partenariat et ainsi de suite avec la personne. Et puis enfin, vous allez pouvoir être amené carrément à partager l'information quand elle est susceptible d'intéresser l'ensemble de votre réseau. Et quand vous allez partager une information, de la même manière, vous pouvez choisir de partager une information brute comme ça, d'accord? Et ça va être, en fait, c'est un petit peu comme
Pour ceux qui sont sur Twitter, c'est comme un retweet en fait. Ça a un intérêt parce que potentiellement cette information-là va devenir visible de toutes les personnes de votre réseau. Mais le mieux, c'est d'apporter avec ce partage un certain regard sur ça et sur cette publication que vous souhaitez partager. Donc si par exemple vous avez un article des Échos qui est très intéressant et qui pourrait également intéresser votre clientèle, et bien en fait vous allez partager cet article-là en apportant votre regard, votre lecture, votre point de vue expert. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, vous allez avoir un parti pris et ce parti pris va créer des interactions, va susciter justement des réactions qui vont conditionner votre engagement et donc la visibilité. De la même manière, là je vais vous montrer le partage qui est l'interaction la plus forte, la plus puissante que vous pouvez fournir à une publication que vous allez croiser dans le fil d'actualité. Maintenant, dans votre quotidien, pensez à vous intéresser à votre réseau. C'est comme dans le dîner en ville, pensez à poser la question à votre voisin ou votre voisine de gauche. Prenez le temps de vous intéresser à ce qu'elle fait. En fait, sur LinkedIn et dans le fil d'actualité, ça va être la même chose. Par exemple, si vous voyez un de vos clients qui publie une nouvelle intéressante, prenez le temps de commenter cette nouvelle, prenez le temps éventuellement de lui écrire un petit message personnel. C'est un ensemble de petites attentions, mais qui vont faire la différence. Et je vais vous prendre un exemple récent. J'ai eu mon anniversaire il y a 5 jours. En fait, je vais plutôt prendre l'exemple de l'année dernière. Mon anniversaire l'année dernière, j'ai quelqu'un qui est membre de mon réseau avec qui j'avais plus de nouvelles depuis plusieurs années, qui m'a recontacté et qui a pris des nouvelles. Qui dit: salut Alexis, joyeux anniversaire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas échangé. Discutons 5 minutes à l'occasion, ça me ferait plaisir d'avoir de tes news. Et effectivement, la personne a repris contact avec moi, elle est devenue, alors c'est à la fois un client et un partenaire, et on a renoué une relation, et ça fait 1 an qu'on travaille ensemble sur beaucoup de sujets, et que ça fonctionne plutôt bien. D'où ça part, en fait, ça part d'une attention de sa part, il ne serait pas venu vers moi avec cette petite attention, je ne me serais jamais réintéressé à cette personne, et donc derrière, on n'aurait jamais redéveloppé les perspectives qu'on est en train de développer sur un ensemble de projets. Tout ça pour vous dire, voilà, intéressez-vous aux personnes de votre réseau, prenez le temps chaque jour de regarder un petit peu dans le fil de l'actualité et de commenter, de liker, d'écrire aux personnes de votre réseau, de vous intéresser à eux, et vous verrez ce qu'on appelle le pay it forward, c'est-à-dire que vous allez passer du temps à vous intéresser aux autres, éventuellement à leur repartager des liens et du contenu qui vont les intéresser. Et il y a forcément un moment donné où vous aurez un retour sur investissement parce que les gens vont penser à vous par rapport à vos expertises quand elles auront vraiment besoin de vous. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Ma question, faut-il rester sur des postes en lien avec notre activité ou peut-on être plus large? J'avais tendance à croire qu'il fallait rester uniquement dans son univers. Alors, effectivement, Valérie, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à vous dire que vous pouvez élargir un petit peu dans la mesure où ça va s'inscrire dans les objectifs que vous avez. Par exemple, vous travaillez, votre clientèle, c'est le secteur d'hôtellerie-restauration. Et bien, si vous travaillez dans le secteur d'hôtellerie-restauration, enfin, que vos clients sont dans le secteur d'hôtellerie-restauration, pardon, ça va être intéressant de montrer que vous avez une bonne connaissance de leur secteur et éventuellement de montrer que vous avez de partager un certain nombre de choses qui sont en lien avec leur secteur. Essayez toujours de le faire avec un regard juridique. Par exemple, vous avez vu tel restaurateur qui lance une nouvelle franchise, eh bien, partagez ce lancement de franchise, expliquez pourquoi vous trouvez que c'est intéressant et éventuellement apporter une originalité dans le montage juridique qui aurait été fait en disant: tiens, c'est amusant, il a procédé de telle manière, c'est pas forcément votre client, mais vous vous rendez compte qu'il a procédé de telle manière, eh bien, dites-le, partagez-le à votre réseau avec votre regard d'expert. Et ça, c'est intéressant et c'est effectivement des choses qui peuvent faire la différence. On n'est pas complètement dans son univers, c'est-à-dire qu'on ne va pas partager que du droit, vous allez partager un certain regard d'actualité et ce certain regard, il est lié au fait que vous avez cette expertise juridique. Je ne sais pas si je suis clair, voilà, je prends un exemple très précis, mais c'est des choses que vous pouvez faire. Vous avez un exemple, tiens, qu'on peut prendre, c'est l'exemple d'Arnaud Toiti, qui est également un client, qui a une politique de gestion LinkedIn assez intéressante, puisque voilà, typiquement, lui va partager, alors c'est un cabinet qui travaille dans le secteur des nouvelles technologies également, et en fait, il partage de façon très régulière des contenus en lien avec ce qui se passe dans le monde du numérique. Et avec un regard, d'ailleurs pas toujours un regard de juriste. Par exemple, voilà, Trump signe un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux. En fait, c'est en lien avec les startups qui ne sont pas dans l'innovation de rupture, mais qui sont dans les innovations d'usage, qui sont toutes sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc,
son public à Arnaud s'intéresse aux réseaux sociaux. Et donc, du coup, ici, au sens large, eh bien, en fait, il va partager un article dans lequel Trump vise un décret sur la protection des réseaux sociaux. On peut imaginer que c'est un contenu qui va également intéresser le réseau d'Arnaud. Voilà. Autre exemple, sur la diffusion des images, bon, ça, ok, mais c'est assez politique. Il y a d'autres exemples qui le sont moins. Voilà, par exemple, ici, Hackathon Tech Law. Alors, bon, là, c'est plus en lien effectivement avec le cœur d'activité. Voilà, par exemple, ici, un TEDx sur Votre Robin, qui est une plateforme, qui est une legal tech, qui va pitcher à HEC. En fait, il y a la dimension plateforme, monde du droit. Il le partage parce que, naturellement, en fait, son réseau va potentiellement être intéressé par ce contenu, etc., etc. Alors, merci beaucoup pour ceux qui me souhaitent mon joyeux anniversaire également. Donc voilà, j'espère que, alors, je vous ai donné un certain nombre de petits tips. On s'était donné 1 heure et c'est une première conférence qui est relativement courte sur le sujet. Voilà, les petits tips que je vous ai donnés là, j'espère déjà vont vous apporter des choses à mettre en place tout de suite dans votre quotidien. Et c'est tout l'objectif de SideQuest, c'est de véritablement vous aider à développer des compétences importantes sur des sujets complexes, mais également de vous donner plein de petits tips qui vont vous permettre d'être meilleur au quotidien et de vous améliorer chaque semaine un peu plus dans ce que vous faites et dans la manière dont vous gérez votre cabinet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté un certain nombre de choses. Je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de réorganiser des webinars, notamment sur les réseaux sociaux, quand on est un professionnel du droit. Et dans tous les cas, alors je vais vous envoyer le support de présentation évidemment, alors qu'on a très peu vu puisque finalement on est tout de suite passé sur l'interface LinkedIn, c'était plus pratique, mais je prendrai le temps de vous envoyer le support à tous les participants. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Alors, je vois, on va en prendre une dernière. Alors, très bonne question, Pierrick Babin. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont assez avancées et nouvelles. Peut-il être utile d'utiliser les sondages sur LinkedIn? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, pour être très honnête avec vous, Pierrick, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Alors, j'ai lu quelques points sur cette fonctionnalité. En fait, LinkedIn, aujourd'hui, vous permet de lancer des sondages. Alors, je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où vos sondages vont être, pareil, orientés client, besoin client. Par exemple, bon, là, il y a la crise Covid et on est dans un contexte de troubles et d'incertitude. Je pense que ça peut être intéressant de lancer un sondage par rapport à un point très précis de cette période d'incertitude pour comprendre un petit peu comment votre réseau perçoit tel ou tel type de situation. Et ça va aussi vous permettre de prendre le pouls pour créer une nouvelle offre de service pour votre cabinet et ainsi de suite. Après, attention au sondage très orienté, toujours pareil, très orienté moi-je, parce qu'on risque d'avoir en fait un manque de résultats terribles. C'est-à-dire plus vous allez être dans le moi-je sur les sondages que vous allez créer et moins vous allez être orienté pour vos clients, plus vous allez finalement, vous n'allez pas créer d'engagement, vous allez intéresser peu les gens autour de vous et donc vous n'allez pas être efficace pour créer du lien et véritablement capter de la valeur avec le réseau. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. J'aurai peut-être l'occasion de vous recontacter parce que là, on est sur un format très très court de cette formation LinkedIn, mais en théorie, c'est une formation que je fais sur 6 heures sous la forme d'ateliers qui suivent. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous le présenter sous forme de webinar coaching un petit peu plus avancé dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir à tous.